Tu te pèses ces matins? Le même chiffre que la semaine dernière. Et celle d'avant aussi en fait. Et là, cette petite voix qui dit « ça ne marche plus, j'ai dû faire quelque chose de travers, mon corps s'est habitué, c'est fini ». Je veux te dire quelque chose qui va peut-être te surprendre aujourd'hui. Ce moment précis, celui où la balance refuse de bouger après des semaines de bons résultats, c'est souvent le signe que quelque chose de très positif est en train de se passer dans ton corps. Pas l'inverse. Je sais que ça semble contre-intuitif. La balance stagne et je te dis que c'est une bonne nouvelle? Reste avec moi, parce qu'une fois que tu vas comprendre ce qui se passe réellement derrière ce chiffre figé, ta relation à la balance, et probablement ton niveau de stress, va changer durablement. Je suis Anna et sur cette chaîne on résout des problèmes concrets, y compris les problèmes qui n'en sont pas vraiment mais qu'on croit être des problèmes parce qu'on a mal interprété un chiffre. Cette vidéo va peut-être être la plus importante que tu regardes cette semaine si tu es en pleine stagnation et que tu es sur le point d'abandonner. Abonne-toi et accroche-toi, on va déconstruire ensemble ce que la balance te dit vraiment. Partie 1. Ce que la balance mesure vraiment et ce qu'elle ne mesure pas. Commençons par quelque chose de fondamental que presque personne ne nous explique clairement. La balance mesure ta masse totale, c'est tout. Elle ne fait absolument aucune distinction entre la graisse, le muscle, l'eau, le glycogène et le contenu de ton intestin au moment où tu montes dessus. Un chiffre unique qui agrège des composantes radicalement différentes et qu'on interprète comme s'il représentait uniquement ma graisse corporelle. C'est une erreur de lecture qu'on fait tous parce que personne ne nous a appris à lire ce chiffre correctement. Pour comprendre pourquoi ta balance peut stagner alors que ton corps change réellement, il faut comprendre ce qui se passe sous la surface, les composantes qui s'annulent mutuellement et créent l'illusion d'immobilité. Partie 2. Le phénomène de recomposition corporelle. C'est probablement l'explication la plus fréquente et la moins comprise de la stagnation sur la balance. Et elle mérite d'être expliquée en détail parce qu'elle change complètement la façon dont tu vas interpréter tes prochaines semaines de stagnation. Ce qui se passe biologiquement. Quand tu fais du keto avec un peu d'activité physique, même juste de la marche régulière, pas nécessairement de la musculation intense, ton corps fait deux choses simultanément. Il perd de la graisse. Et il construit ou préserve du muscle. La graisse pèse moins que le muscle pour un volume égal. Concrètement, 1 kg de muscle occupe environ 18% de volume en moins qu'1 kg de graisse. Ce qui veut dire que tu peux perdre une quantité significative de graisse, gagner une quantité plus modeste de muscle et que le résultat net sur la balance soit rien, zéro, le même chiffre. Mais ton corps a changé, radicalement. Tu as moins de graisse et plus de muscles, ce qui est exactement ce que la plupart des gens recherchent réellement quand ils disent vouloir perdre du poids. Ce qu'ils veulent vraiment, c'est avoir l'air plus tonique, porter leurs vêtements différemment, se sentir plus ferme. Et c'est exactement ce que la recomposition corporelle produit, sans que la balance le capture. Pourquoi le keto favorise particulièrement ce phénomène? Le keto a un avantage spécifique pour la recomposition corporelle par rapport à un régime hypocalorique classique. Il préserve mieux la masse musculaire pendant la perte de graisse. Les corps cétoniques ont des propriétés anticataboliques. Ils réduisent la dégradation des protéines musculaires que le corps utiliserait autrement pour produire de l'énergie en période de restriction. Combiné à un apport protéique suffisant, ça crée un contexte métabolique où le corps préfère puiser dans les graisses plutôt que dans le muscle pour son énergie. Résultat, quelqu'un en keto qui stagne sur la balance pendant 3 semaines a de bonnes chances d'être en plein processus de recomposition. Perte de graisse, gain ou maintien de muscle, plutôt qu'en échec de perte de poids. Comment vérifier que c'est vraiment ce qui se passe? Le mètre ruban, c'est l'outil le plus simple et le plus parlant. Mesure ton tour de taille, tes hanches, tes cuisses, tes bras au même endroit chaque semaine. Si ces mesures continuent à descendre, ou si certaines descendent pendant que d'autres restent stables grâce aux muscles, pendant que la balance ne bouge pas, c'est la confirmation directe que la recomposition corporelle est en cours. Les photos régulières, même prises toi-même dans le même éclairage et la même position, racontent souvent une histoire que la balance ne raconte pas. Beaucoup de gens reviennent sur leurs photos après 6 semaines de stagnation et sont stupéfaits de voir un changement visible qu'ils n'avaient pas perçu au quotidien. Et la façon dont tes vêtements te vont, c'est peut-être l'indicateur le plus honnête de tous, parce qu'il ne ment pas et qu'il n'est pas affecté par l'hydratation ou le cycle hormonal du jour. Partie 3. La rétention d'eau, le facteur que tout le monde sous-estime. Voilà un mécanisme qui peut masquer une vraie perte de graisse pendant des jours, parfois des semaines, et qui crée beaucoup d'angoisse inutile parce qu'on ne le comprend pas. Le sel et l'hydratation.
Manger un repas plus salé que d'habitude, un dîner au restaurant, une sauce industrielle, même un repas keto avec beaucoup de fromage et de charcuterie peut faire retenir de l'eau pendant 2 à 4 jours. Le sodium retient l'eau dans les tissus. C'est de la physiologie pure, pas un échec alimentaire. Tu peux avoir perdu de la vraie graisse sur la semaine et que la balance affiche le même chiffre voire plus, simplement parce que tu retiens 800 g à 1,5 kg d'eau liée au sodium consommé 2 jours plus tôt. Le cycle hormonal. Pour les femmes, c'est un facteur majeur et trop souvent ignoré dans l'interprétation de la balance. La phase lutéale du cycle, la deuxième moitié avant les règles, s'accompagne presque systématiquement d'une rétention d'eau due aux variations de progestérone. Cette rétention peut représenter 1 à 3 kg chez certaines femmes. Se peser pendant cette phase et conclure à un échec alors que c'est un mécanisme hormonal parfaitement normal, c'est une source d'angoisse complètement évitable une fois qu'on comprend le mécanisme. Le stress et le cortisol. Le cortisol élevé, lié au stress chronique, favorise la rétention de sodium et donc d'eau. Une semaine particulièrement stressante au travail peut se traduire par une balance qui stagne ou même qui monte légèrement, sans aucun rapport avec ce que tu manges ou ton activité physique. L'intensité de l'exercice. Si tu as commencé ou intensifié ton activité physique récemment, surtout la musculation, les micro-déchirures musculaires créées par l'effort déclenchent une réponse inflammatoire temporaire qui s'accompagne de rétention d'eau dans les tissus musculaires sollicités. C'est le processus normal de récupération et d'adaptation musculaire, et il peut masquer une perte de graisse réelle pendant plusieurs jours après une séance intense. Comment distinguer rétention et stagnation réelle? La rétention d'eau est temporaire et fluctue généralement sur quelques jours à 2 semaines maximum. Si ta stagnation dure depuis 3 ou 4 jours après un repas salé, c'est probablement de l'eau. Si elle dure depuis plus de 3 semaines avec une alimentation et une activité stable, c'est autre chose. Et on va voir ces autres choses dans la suite de cette vidéo. Partie 4. Ton corps s'adapte et c'est exactement ce qu'il est censé faire. Voilà un concept qui change complètement la perspective sur la stagnation à plus long terme. L'adaptation métabolique. Le mécanisme. Quand tu perds du poids, ton corps a besoin de moins d'énergie pour fonctionner, simplement parce qu'il y a moins de toi à faire fonctionner. Un corps plus léger demande moins de calories au repos, moins de calories pour bouger, moins de calories pour tout. C'est un mécanisme biologique normal et sain, pas un dysfonctionnement. Ton métabolisme s'ajuste à ta nouvelle masse corporelle. Si tu continuais à manger exactement comme avant ta perte de poids, ton déficit calorique se réduirait progressivement à mesure que tu deviens plus léger, jusqu'à atteindre un nouvel équilibre où ton apport correspond à tes besoins actualisés. Pourquoi c'est une bonne nouvelle et pas un problème? Cette adaptation signifie que ton corps a vraiment changé. Il n'y a pas plus de toi à entretenir qu'avant, donc moins de besoins énergétiques. C'est la preuve directe que la perte de poids précédente était réelle et durable, pas juste de l'eau ou un artefact de mesure. Le problème n'est pas l'adaptation elle-même. Le problème, c'est de continuer à manger exactement la même chose qu'au début de ton parcours, alors que tes besoins ont diminué. C'est mathématiquement logique, pas un échec de volonté. Ce que ça veut dire concrètement en keto. En keto, cette adaptation se traduit souvent par une stagnation après une période de perte rapide. Les premières semaines, ton corps brûlait beaucoup parce qu'il avait beaucoup à perdre. L'eau, le glycogène et une bonne quantité de graisse facilement mobilisable. À mesure que tu te rapproches de ta composition corporelle d'équilibre, chaque kilo supplémentaire demande plus d'efforts métaboliques à perdre. Ce n'est pas que le keto arrête de fonctionner, c'est que tu te rapproches d'un nouvel équilibre et que cet équilibre demande des ajustements. Peut-être une fenêtre de jeûne plus longue, peut-être une activité physique légèrement augmentée, peut-être simplement de la patience pendant que ton corps continue son travail à un rythme plus lent. Partie 5. Les vraies causes de stagnation qu'il faut quand même vérifier. Je ne veux pas te faire croire que toute stagnation est automatiquement positive. Certaines stagnations sont effectivement le signe que quelque chose doit être ajusté. Distinguons les deux. Les glucides qui se sont réintroduits discrètement. Avec le temps et la familiarité, beaucoup de gens en keto relâchent légèrement leur vigilance sans s'en rendre compte. Une sauce ici, un produit presque keto là, une portion de noix un peu plus généreuse que d'habitude. Individuellement, rien de dramatique. Cumulé sur une semaine, ça peut suffire à maintenir l'insuline juste assez élevée pour freiner la combustion des graisses. Un audit honnête de 3 jours. Tout noter, vérifier chaque étiquette, révèle souvent ce glissement progressif qui s'était installé sans intention. Le grignotage qui revient. Même des collations parfaitement keto, si elles deviennent fréquentes, ferment les fenêtres d'insuline basse qui permettent la combustion des graisses. Si tu as commencé en faisant 2 repas par jour et que tu as progressivement ajouté une collation, puis 2, sans vraiment t'en rendre compte, c'est un point à vérifier. Le stress chronique non géré.
On l'a mentionné pour la rétention d'eau à court terme, mais le stress chronique a aussi un effet réel sur la combustion des graisses à plus long terme. Le cortisol élevé en permanence maintient une glycémie légèrement plus haute même sans manger, ce qui peut suffire à ralentir la perte de graisse de façon mesurable sur plusieurs semaines. Le sommeil insuffisant. Un sommeil de mauvaise qualité ou insuffisant sur plusieurs semaines perturbe les hormones de la faim et de la satiété et réduit la production d'hormones de croissance, directement impliquées dans la combustion des graisses, particulièrement pendant la nuit. Comment distinguer ça d'une stagnation positive ? La différence principale, si c'est une recomposition corporelle ou une adaptation métabolique normale, tes mesures corporelles continuent généralement à évoluer favorablement, ton énergie reste bonne et tu te sens globalement en contrôle de ton alimentation. Si c'est l'une des causes de cette section, tu observeras généralement aussi une stagnation des mesures corporelles, pas seulement de la balance. Et souvent, en y réfléchissant honnêtement, tu identifieras un changement de comportement qui a précédé la stagnation. Plus de stress, moins de sommeil, plus de petits écarts. Partie 6. Les outils pour vraiment savoir ce qui se passe. Maintenant que tu comprends les différents mécanismes possibles, voilà comment obtenir une image claire de ce qui se passe vraiment dans ton corps, au-delà du seul chiffre de la balance. Le mètre ruban, l'outil le plus sous-utilisé. Mesure ton tour de taille au niveau du nombril, tes hanches au point le plus large, une cuisse, un bras. Toujours au même endroit, idéalement le matin à jeun. Note ces mesures chaque semaine. C'est l'outil qui révèle la recomposition corporelle que la balance ne peut pas capturer. Une perte de plusieurs centimètres de tour de taille pendant que la balance reste stable est l'une des confirmations les plus fiables que tu es en train de perdre de la graisse tout en préservant ou en gagnant du muscle. Les photos régulières. Une photo toutes les 2 semaines, dans le même éclairage, la même tenue, la même position. Les changements progressifs sont difficiles à percevoir au quotidien dans le miroir. On s'avintit à son propre reflet. Comparer une photo d'aujourd'hui avec celle d'il y a 6 semaines révèle souvent des changements qu'on n'avait absolument pas remarqués. Comment tes vêtements te vont ? C'est un indicateur sous-estimé mais très fiable. Un pantalon qui devient plus confortable, une ceinture qu'on doit resserrer d'un cran, une chemise qui flotte légèrement plus, ce sont des signaux concrets et difficiles à nier. La moyenne sur 7 jours plutôt que le chiffre du jour. Si tu te pèses quotidiennement, ne regarde jamais un chiffre isolé. Calcule la moyenne mobile sur 7 jours. Cette moyenne lisse les fluctuations d'eau, d'hormones, de digestion et révèle la vraie tendance sous-jacente bien plus fidèlement qu'un chiffre unique pris un matin particulier. Comment ça se sent au quotidien ? L'énergie, les fringales, la qualité du sommeil, la clarté mentale. Ces indicateurs subjectifs comptent autant que les chiffres objectifs, parfois plus. Si tout ça continue de s'améliorer pendant que la balance stagne, c'est un signal très positif que ton corps continue de progresser vers un meilleur état métabolique, même si ce progrès n'est pas encore visible sur la balance. Partie 7. Le combat psychologique que personne ne mentionne. Je veux aborder quelque chose qui dépasse la physiologie pure parce que c'est souvent ce qui détermine si quelqu'un continue ou abandonne pendant une période de stagnation. Pourquoi la stagnation fait si mal psychologiquement ? Pendant les premières semaines, chaque pesée apportait une petite dose de validation. Tes efforts étaient confirmés par un chiffre qui descendait. C'est gratifiant et notre cerveau s'habitue rapidement à cette gratification régulière. Quand cette gratification s'arrête, même temporairement, il y a une vraie chute émotionnelle. On commence à douter de ses efforts, de la méthode, de soi-même. Et c'est exactement le moment où le risque d'abandon est le plus élevé. Le piège de l'auto-sabotage. Voilà un schéma fréquent et destructeur. La stagnation crée du découragement. Le découragement crée des pensées du type « ça ne marche pas, autant arrêter ». Et ces pensées mènent parfois à des comportements d'abandon, relâchement de l'alimentation, abandon de l'activité physique, qui, eux, créent une vraie stagnation, voire une reprise de poids. Le problème initial n'était pas réel, c'était une recomposition corporelle normale. Mais la réaction émotionnelle à cette fausse alerte a créé un vrai problème. Comment gérer ça mentalement ? La première chose, se rappeler que la perte de poids n'est statistiquement jamais linéaire. Aucune étude sérieuse sur la perte de poids ne montre une courbe descendante régulière. Toutes montrent des paliers, des plateaux, parfois même de légères remontées temporaires, suivies de nouvelles baisses.
C'est la norme biologique, pas l'exception. La deuxième, se détacher de la pesée quotidienne si elle devient une source d'angoisse plutôt qu'une information utile. Certaines personnes fonctionnent mieux avec une pesée hebdomadaire, voire bimensuelle, justement pour éviter ce piège émotionnel du chiffre du jour qui dicte l'humeur. La troisième, célébrer les autres victoires. L'énergie qui s'améliore, les fringales qui disparaissent, le sommeil qui se stabilise. Ces victoires sont réelles et elles comptent, même quand la balance ne les reflète pas immédiatement. Partie 8. Quand et comment ajuster si la stagnation se prolonge vraiment? Disons que tu as vérifié tout ce qu'on a couvert. Pas de glucides cachés, pas de grignotage qui s'est réintroduit, sommeil correct, stress géré, mesures corporelles qui stagnent aussi depuis plus de 4 semaines. À ce stade, un ajustement réel peut être nécessaire. Introduire ou intensifier le jeûne intermittent. Si tu fais du keto sans fenêtre de jeûne particulière, ajouter une structure de 16 heures de jeûne peut relancer la combustion des graisses en prolongeant les périodes d'insuline basse. Varier l'activité physique. Le corps s'adapte aussi à un type d'effort répété. Si tu fais toujours la même marche ou la même routine depuis des mois, introduire de la variété, un peu de musculation, un peu plus d'intensité occasionnelle peut relancer une réponse métabolique. Réévaluer les calories totales. Sans tomber dans le comptage obsessionnel, vérifier que l'apport calorique global correspond toujours à tes besoins actualisés, qui ont probablement diminué depuis le début de ton parcours, comme on l'a vu dans la partie sur l'adaptation métabolique. Parfois, une légère réduction des quantités, sans changer la composition de l'alimentation, suffit à relancer la perte. Vérifier les marqueurs de santé. Si malgré tous ces ajustements rien ne bouge sur plusieurs mois, un bilan thyroïdien et hormonal peut être pertinent. Certaines conditions médicales, hypothyroïdie, résistance à l'insuline sévère, certains déséquilibres hormonaux, peuvent compliquer la perte de poids indépendamment de la qualité de l'approche alimentaire. Si ta balance ne bouge plus depuis quelques semaines, voilà ce que je veux que tu retiennes de cette vidéo. Ce chiffre unique ne raconte qu'une petite partie de l'histoire. Il ne distingue pas la graisse du muscle, ne capture pas la rétention d'eau temporaire et ne révèle rien sur l'amélioration de ta santé métabolique en profondeur. Avant de conclure à un échec, vérifie tes mesures corporelles. Regarde tes photos d'il y a un mois. Remarque comment tes vêtements te vont. Observe ton énergie et tes fringales. Ces signaux racontent souvent une histoire de progrès que la balance, à elle seule, ne peut pas montrer. Et si après avoir vérifié tout ça, la stagnation persiste vraiment, pas seulement sur la balance mais sur tous les indicateurs, alors c'est le moment d'ajuster intelligemment, pas de tout abandonner par découragement. Ta balance qui ne bouge plus n'est pas nécessairement un échec. C'est parfois exactement le signe que ton corps fait un travail plus subtil et plus important que ce qu'un seul chiffre peut capturer. Est-ce que tu es en pleine stagnation en ce moment? Raconte-moi où tu en es en commentaire. Et si tu as déjà vécu une stagnation qui s'est révélée être une recomposition corporelle, partage ton expérience. Ça aide énormément les autres qui traversent la même chose en ce moment. Abonne-toi si ce n'est pas encore fait. À bientôt!